Corse Info. Cold Case, le combat des familles. Octobre 1996. 2 hommes sont froidement abattus au stand de tir de la marine, à Brest. Paul Creton était un jeune père de famille de 32 ans, technicien au centre Océanopolis. Le colonel François Picard, lui, avait 52 ans. Pharmacien chimiste dans l'armée, il occupait un poste sensible, la surveillance de la radioactivité en rade de Brest. Ses proches ont accepté de nous parler de leur très long combat pour la vérité. Près de 28 ans après le début de l'enquête, le ou les meurtriers n'ont toujours pas été identifiés. 4e épisode, double meurtre au stand de tir de Brest, l'ombre de l'armée. Un récit de Yannick Falt. Madame, monsieur, bonsoir. 2 hommes ont été découverts morts près d'un stand de tir à Brest. Nous l'avons appris en fin d'après-midi. Les 2 hommes auraient été assassinés, abattus, alors qu'ils venaient d'arriver sur les lieux. Mon frère avait acheté du vin pour fêter mon arrivée chez lui et donc les boire en famille. Et ma belle-sœur, après l'assassinat, me les a donnés. Et je les ai gardés chez moi, dans ma cave, comme une relique. Ils sont dans un coin à part. Je m'appelle Jean-Claude Picard, j'ai 74 ans, médecin retraité, et je suis le frère de monsieur François Picard. Je vais dans ma cave, j'y vais pas tous les quarts d'heure, rassurez-vous, mais quand je vais dans ma cave, je vois ça tout de suite. C'est quelque chose un petit peu de mon frère qui est là. Ces bouteilles, il les a touchées. C'est une présence physique quelque part, par objet interposé, mais c'est quand même une présence physique. Ces bouteilles de vin, François Picard les a achetées il y a près de 28 ans. Il ne les partagera jamais avec son frère. À cette heure, plusieurs brigades de gendarmerie sont sur place. La section de recherche de la gendarmerie de Rennes continue à faire divers prélèvements dans les alentours et notamment sur la route menant au stand de Villeneuve. Oui, on me signale à l'instant que l'une des victimes était un militaire, ingénieur chimiste de l'hôpital de Brest et l'autre était un civil. Par ailleurs, on ajoute que les armes des victimes ont été volées. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans nos prochaines éditions et dans les journaux régionaux de demain. Nous sommes le 13 octobre 1996, un dimanche matin. François Picard et Paul Creton se retrouvaient morts à l'entrée du stand de tir. Les 2 tireurs amateurs se connaissent à peine. Tous 2 pères de famille, ils ont reçu 3 balles chacun, 2 dans le thorax, 1 dans la nuque. Mon père, donc François Picard, et monsieur Paul Creton sont assassinés, abattus, et on va dire achevés comme des chiens. Julien Picard, 49 ans, fils de François Picard. J'ai un frère, Jean-Marc, et une sœur qui s'appelle Isabelle. Ce 13 octobre 1996, Julien Picard s'en souvient comme si c'était hier. Il est alors dans la maison familiale de Plouguerneau, au nord de Brest. Alors à l'époque, j'avais 21 ans, mon frère 24, et Isabelle avait 16 ans. Ce jour-là, donc, je passais le week-end chez ma mère pour compléter un rapport de stage, et donc j'étais présent le dimanche matin lorsque le téléphone a sonné et qu'il a été dit à ma mère qu'on avait tiré sur mon père. Et les mots de maman étaient « on a tiré sur papa ». Moi, c'est la seule information que j'ai eue à l'instant même. Donc dès que possible, on s'est préparé, puis on est parti direction les bureaux de l'association sportive, où se situe un premier stand de tir, mais ce n'est pas le stand de tir principal où a eu lieu l'assassinat. Donc voilà, donc j'ai conduit ma mère là, et c'est effectivement sur le visage des premières personnes, on a compris que c'était fini. Jean-Claude Picard, lui aussi, garde un souvenir extrêmement précis de ce dimanche d'automne. Loin de la Bretagne, à Aubenas, en Ardèche, où il vit toujours. J'étais chez moi, tranquillement, et on m'appelle au téléphone en fin de matinée pour m'annoncer que je dis les phrases telles qu'elles ont été dites à ce moment-là. François a été abattu, et pour moi, abattu ne voulait pas dire forcément décédé. Et je demande « et alors ?» et on me répond « et il est mort ». Et là, ça a été vraiment Quand je dis le vide, c'est une sensation physique de sang qui part. Je devais voir mon frère ici en Bretagne peu de temps auparavant à l'occasion d'un congrès professionnel à Paris. J'ai pas pu y aller tout simplement parce qu'il y a eu une grève des trains. Et je me suis dit, et lui aussi, on s'est remis à plus tard. Et puis il n'y a jamais eu ce plus tard. Jean-Claude Picard prend alors le volant peu après midi avec son épouse et son fils.
Direction Plouguerneau, de l'Ardèche au Finistère, 1040 km de route, entrecoupée d'une étape pour passer la nuit. Je me souviens quand même effectivement d'avoir entendu, en écoutant France Info, l'affaire du double meurtre du stand de tir de Brest passer en boucle. Quand on entend que toute la France entend la même chose, on se dit oui, ben voilà, maintenant ça y est, c'est fait, c'est certain. Là, effectivement, on réalise et on se dit, bon, ben, l'irréparable est commis et j'en verrai plus jamais François. Ce matin, les différents services de la gendarmerie poursuivaient leurs investigations pour tenter d'expliquer ce mystérieux double meurtre. À Brest, ce double meurtre laisse tout le monde perplexe. Paul Creton et François Picard étaient connus comme des personnes plutôt tranquilles et apparemment sans histoire. Oui, bonjour, c'est France Info. Maître Labatte, avocat au barreau de Brest. Je suis avocat depuis maintenant 32 ans. Et lorsque j'ai été choisi dans le cadre de cette affaire, ça a été un grand choc pour moi. Un grand choc parce que j'étais jeune avocat. J'avais 5 ans de barreau. Et je me souviendrai toujours de voir mes clients. Initialement, c'était pas monsieur et madame Creton. C'était les consorts Picard qui sont venus me rencontrer le lendemain du crime qui avait été commis le 13 octobre 1996. Et ça restera toujours gravé dans ma mémoire de voir cette femme qui était totalement choquée, en pleurs, avec des enfants. Ça a été terrible pour moi, ça a été un choc et je me suis promis de faire aboutir cette affaire. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour que la vérité puisse éclater dans le cadre de cette affaire. L'enquête est d'abord confiée à la gendarmerie, puis 5 ans plus tard, à la police judiciaire de Brest. Une première piste est explorée, celle d'une mauvaise rencontre. Car François Picard n'aurait pas dû être là ce matin-là. C'est pas monsieur Picard qui devrait ouvrir le stand de tir. Il dépose sa fille Isabelle à la patinoire de Brest. Ce monsieur A, que je vais qualifier A parce que je ne vais pas donner son nom, le livret à la pâture publique, le croise fortuitement, manifestement, et lui dit « je suis à la bourre », entre guillemets. Ce sont les termes qu'il emploie, parce que je devais ouvrir le stand de tir ce matin-là. Qu'à cela ne tienne, lui dit monsieur Picard, donnez-moi les clés, je vais ouvrir le stand de tir moi-même. Et là, il arrive au stand de tir, il va prendre 2 armes, un Smith & Wesson et un 357 Magnum, qui sont dans une armoire forte. Il les met dans une besace, alors que monsieur Picard s'apprête à ouvrir une porte. Les clés sont introduites dans la serrure et à ce moment-là, manifestement, il est abattu sur place. À savoir si monsieur Creton a été abattu avant monsieur Picard, des questions restent posées. Savoir qu'il y avait quand même des traces sur le jean de monsieur Creton, des traces vertes qui semblent signifier que monsieur Creton aurait été agenouillé à un moment donné avant que le meurtre soit commis. Mais ce sont des suppositions et c'est pour l'instant en cours. Seule certitude, les déclarations de témoins, une femme et un pompier, qui disent avoir aperçu 2 personnes dans une voiture, une Talbot Horizon bleue, stationnée à proximité. La femme assure même avoir vu les meurtriers pendant leur fuite. Alors, il y a effectivement une dame qui a vu 2 individus qui couraient, et c'est à ce moment-là que l'un des individus va perdre de la besace de monsieur Picard, qui a été prise, l'une des armes qui va tomber, avec également une petite mallette avec de la mousse à l'intérieur qui détenait l'une des armes. Et ce témoin dit bien c'était un homme et peut-être une femme. Elle n'est pas très précise, mais elle donne une description physique. Et il y a effectivement des portraits robots qui vont être dressés par la suite par la gendarmerie nationale. Des portraits robots et une hypothèse alors suivie. À l'époque, il faut savoir que le bois de Keroual était effectivement le rendez-vous des toxicomanes, avec des points de deal et des caches de stupéfiants également. Et on a pu supposer qu'effectivement, ils auraient voulu voler des armes. Ça paraît peut-être un peu farfelu, fantaisiste, mais c'est une hypothèse qui est toujours de mise dans le cadre de l'affaire. Mais cette piste, Jean-Claude et Julien Picard n'y croient pas beaucoup, pas plus que leur avocat. Moi, j'imagine mal en tout cas que des gens qui sont venus pour voler des armes commencent par flinguer, passez-moi l'expression vulgaire, ceux à qui on va les réclamer. Ça paraissait disproportionné par rapport à l'enjeu. Il y a un grillage qui a été découpé très proprement à l'approche du centre de tir. Ça demande de la préparation et de l'outillage et, j'allais dire, un amour du travail bien fait. Alors si on est
dans une piste uniquement crapuleuse, ça peut ne pas cadrer. Il y a le fait que, effectivement, c'est pas pour du vol d'armes. Si vous voulez voler des armes, vous n'allez pas dans un stand de tir. Il y a d'autres filières, d'autres moyens de vous procurer des armes. Donc, si ce sont des amateurs, ce sont des amateurs qui nous échappent depuis 27 ans. Donc, ils ont été achevés sur place. Ils ont été achevés sur place et manifestement, c'est un coup de grâce qui a été donné. C'est-à-dire que la balle dans la nuque, c'est quand même pas anodin. Et c'est ce qui fait penser effectivement à un crime. Et ce grillage a été prédécoupé de manière très minutieuse. Alors, si ce sont des stupeux qui font ce genre de travail, ça pose effectivement question. Et effectivement, on peut faire redondance sur une responsabilité de barbouze, entre guillemets, d'agent secret, qui aurait pu agir parce que M. Picard aurait pu avoir des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. Si la profession de Paul Creton, technicien au centre Océanopolis de Brest, ne retient pas particulièrement l'attention, les enquêteurs s'intéressent en revanche aux activités militaires du colonel François Picard. Son rôle de pharmacien chimiste dans la marine a-t-il un lien avec le double meurtre ? En savait-il trop ? C'est l'autre piste dans ce dossier. Il travaillait sur la radioactivité en rade de Brest. Il avait dénoncé à un moment donné des malversations sur un site nucléaire maritime. Et M. Picard était manifestement une forte personnalité qui avait son franc-parler. Et on peut s'interroger effectivement de savoir s'il y a un lien entre cette affaire et la profession de M. Picard. Alors, c'est ce qu'on appelait le 2SNM. C'est un site nucléaire maritime. Ce sont des malversations qui ont été opérées notamment à Toulon et M. Picard s'était fait fort de parler de ces malversations. Il y a des personnes qui ont été entendues dans le cadre de cette affaire, qui pourraient être réentendues éventuellement, de manière à ce qu'on fasse une transparence la plus totale. Mais M. Picard avait été extrêmement choqué de ces malversations qui n'ont pas été encadrées manifestement et pour lesquelles une enquête plus approfondie n'a pas abouti. Quand on avait évoqué, dans le cadre d'une émission de télévision, la possibilité que l'armée soit partiellement ou totalement en cause dans ce qui s'est passé, on avait rétorqué « Oui, mais si on voulait le faire disparaître, on savait qu'il allait faire du bateau, c'était facile. » Oui, mais là, ça aurait été extrêmement suspect. Pour maquiller une affaire comme ça en vol d'armes banal, si j'ose dire, entre guillemets, ça, pourquoi pas ? Ce que je veux dire par là, c'est que c'était peut-être plus malin de faire ça que d'aller couler son bateau en pleine mer. Est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que c'est probable ? Moi, je ne saurais pas dire. Mais de fait, la carrière de mon père a eu effectivement un passage de 3 ans en Polynésie française en rapport avec les essais nucléaires souterrains. Là, on parle de quoi ? On parle du risque de pollution nucléaire. Donc, forcément, s'il y en a, c'est avéré, ça peut être un scandale d'État, on va dire, peut-être. De même pour la rade de Brest, son dernier poste sur la rade de Brest, vous avez des sous-marins nucléaires. Le Charles de Gaulle était en construction. Donc là, si effectivement, vous avez une pollution nucléaire dans la rade, on tombe aussi sur un scandale. Et c'est l'activité nucléaire, donc forcément, dès qu'on en parle, ça peut que engendrer des soupçons. C'est pas forcément des barbouzes, que les barbouzes sont ceux qui agissent. Quand au cinéma, c'est ceux qui agissent directement. Ceux qui posent les bombes, ceux qui empoisonnent. Comme disait Bernard Blier, la mauvaise santé par les plantes, dans le film. Les barbouzes, ça peut être aussi des gens dans un bureau qui vont commanditer ou acheter quelqu'un d'autre qui, pour quelques milliers d'euros, va commettre un crime. Et qui peuvent être peut-être des gens avec un costume, une cravate, voire des épaulettes. Des épaulettes et des grades, la famille Picard en a vu, juste après le double meurtre. Une présence fugace, vite remplacée par l'ombre tenace du secret défense. On a effectivement le passage, on va dire, protocolaire de présenter les condoléances avec... c'était peut-être un amiral et quelqu'un qui travaillait avec mon père. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. Ensuite, par la suite, j'ai pas eu d'informations de quoi que ce soit. L'armée a disparu. Enfin, il n'y a plus rien eu. Donc pour moi, l'armée, elle s'est évaporée, quoi.
C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Vous parlez du nucléaire militaire. Ça fait partie des secrets stratégiques. C'est un peu facile de le mettre aussi, autant en avant. 27 ans après les faits, on comprend bien qu'il y a des données qui doivent rester confidentielles, mais il y a peut-être des choses à ouvrir et à montrer aux enquêteurs. Au début, je trouvais que c'était un petit peu drôle de dire la grande muette. Je sais pas si elle est grande, mais en tout cas elle est muette, c'est sûr. J'ai l'impression aussi que la hiérarchie, je me souviens d'avoir vu à la maison chez ma belle-sœur des officiers, un amiral ou des gens comme ça, etc. Puis après, fini, terminé, l'oubli total, comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, pour la famille, c'est très douloureux, très difficile de voir que finalement, il était passé par pertes et profits. Je pense que ma belle-sœur et ses enfants, n'oublions pas quand même que Isabelle, sa fille, avait 16 ans à ce moment-là, avait besoin d'un soutien de la part de sa hiérarchie et qui n'a pas eu lieu. Alors, il y a des personnes qui travaillaient avec M. Picard qui ont été entendues, mais ça fait quelques témoignages, ça fait une dizaine de témoignages, même pas, qui n'apportent rien à l'affaire. Et les grands responsables de la Marine nationale n'ont pas été entendus. Il y a une omerta manifestement dans ce dossier-là, et qui pose question. Là encore une fois, je ne veux pas incriminer la Marine nationale, hein. Là n'est pas mon propos. Ce que je souhaite, c'est que la vérité judiciaire puisse aboutir, mais il faudra également que la Marine nationale puisse contribuer à cette manifestation de la vérité. La Marine nationale que nous avons contactée assure de son côté coopérer avec les enquêteurs pour pouvoir donner une réponse aux familles, tout en précisant ne pas pouvoir en dire plus, l'instruction étant toujours en cours. Parmi leurs interrogations, les proches du colonel Picard, eux, ne comprennent pas pourquoi son bureau a été aussi rapidement vidé avant même ses obsèques, pourquoi son ordinateur et son agenda ont disparu sans être mis sous scellé. Maître Bertrand Labatte dénonce le mépris de l'armée et celui des pouvoirs publics. Il y a tout juste 10 ans, à Brest, 2 hommes étaient retrouvés morts devant un stand de tir. Le ou les assassins n'ont toujours pas été identifiés, si bien qu'aujourd'hui, le parquet demande un non-lieu dans cette affaire aux grandes dames des familles des victimes. Pour le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enquête patine. Elle patine, nous avons dû relancer à maintes reprises, et j'ai pris l'initiative, avec toujours l'accord des parties civiles, avec l'accord des consorts Picard et des consorts Creton, pour relancer l'enquête. J'avais relancé le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était M. Sarkozy, pour avoir des moyens supplémentaires, des moyens matériels et des moyens humains pour que le SRPJ puisse enquêter sérieusement. Je n'ai jamais eu de réponse à mon courrier recommandé avec accusé de réception. Il y a 3-4 ans de cela, j'ai relancé également, là aussi en accord avec les parties civiles, le président de la République, son épouse, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. J'ai reçu une réponse simplement du ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui me faisait part de sa compassion la plus profonde à l'égard des parties civiles. Compassion, je n'en ai que faire de cette compassion-là. Près de 28 ans après le double meurtre, toujours aucune piste sérieuse. 9 juges d'instruction se succèdent et c'est le brouillard. La peur constante d'un non-lieu, évité de justesse en 2006. Ce que je retiens surtout, c'est qu'on est à 28 ans de l'épisode mortel et on n'a toujours pas de réponse satisfaisante et totale à nos questions. Et on a parfois le sentiment que la justice nous a un petit peu ignorés, nous parties civiles. Et quand je dis nous parties civiles, je rappelle qu'il y a également une autre personne décédée que mon frère, M. Paul Creton. Et donc on a l'impression aussi qu'on a perdu du temps, qu'on a peut-être aussi un petit peu loupé l'enquête à son début et que finalement on en paye un petit peu maintenant les conséquences. Moi, je pense surtout à ma mère. C'est pour elle que ça a été le plus difficile. Pendant près de 10 ans, tous les soirs au téléphone, elle pleurait. Tous les soirs. Voilà, c'est
Il y a une déchirure et on ne la referme pas. C'est quelque chose qui vous accompagne tout le temps, qui est présent tous les jours? Ah oui, oui. Vous voyez, c'est le problème. C'est que vous avez une personnalité forte, très marquante, qui est la locomotive de la famille, qui disparaît. Je vais peut-être être un peu vulgaire, mais on peut pas lui dire merde maintenant. On peut pas... vous voyez, c'est... L'enquête sur le double meurtre du stand de tir semble décidément repartie. La semaine dernière, c'est un fragment d'ADN qui était isolé. Hier, la police judiciaire a procédé à 10 interpellations. Toutes les personnes entendues ont été relâchées le soir même, mais il semblerait que de nouveaux témoignages aient pu être recueillis 11 ans après les faits. Depuis 1 an et demi, nouvel espoir. En co-saisine avec la police judiciaire, la cellule Diane de la gendarmerie reprend le dossier. Diane comme division des affaires non élucidées. Des enquêteurs rencontrés par les familles dans le bureau de la juge d'instruction brestoise en mars 2024. L'espoir notamment que l'ADN cette fois parlera. 2 empreintes sur la scène de crime, une fougère et un mégot. Tous les jours, quand je vais dans mon salon, j'ai la photo de mon frère en militaire. J'ai la photo de mon frère avec son épouse quelques temps avant son décès quand il a fait un voyage en Angleterre. Et j'ai la photo de mon frère avec son fils Julien qui est à côté de moi. Donc voilà, donc tous les jours je pense à lui, tout le temps. Et voilà. Je vais vous dire, quand j'ai su que nous étions convoqués par le juge d'instruction par l'intérieur de Maître Labatte, j'ai éprouvé un soulagement, mais aussi de grande anxiété. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui intervient, on se dit, est-ce qu'on ne va pas nous annoncer qu'on arrête tout est fini? Je ne pense pas que ça aurait été le cas, parce que Maître Labatte nous aurait mis certainement la puce à l'oreille sur ce plan-là, mais on se pose la question de savoir si du coup, mon frère ne sera pas enterré une deuxième fois, quelque part. Et nous, on veut pas que ça se termine, parce que d'abord la vérité n'est pas faite, et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas un jour, et puis c'est une forme d'hommage à lui rendre maintenant. C'est terrible, mes parents sont décédés, ils n'ont pas connu la vérité. Moi, j'ai 74 ans, il me reste certainement pas 25 ans à vivre. J'aimerais quand même savoir, si possible, avant de partir. Et puis, il y a les générations suivantes. Il y a les enfants de François. Pour eux, c'est important également. Il y a bien sûr son épouse. Donc, quelque part aussi, c'est une sorte d'hommage qui lui sera rendu, ainsi qu'à M. Paul Creton, si un jour on parvient à savoir la vérité. Savoir qu'on a des équipes de professionnels qui sont là vraiment avec un calibre élevé 100% du temps sur l'affaire, connaissant très bien le dossier, on se dit il y a en tout cas moyen de faire avancer le dossier. Ce que je souhaite ardemment, c'est qu'on puisse aboutir, quoi. C'est le souhait de tout le monde. Quand je vois l'état d'abattement de M. Picard, c'est quelque chose qui me prend aux tripes. Parce qu'être avocat, c'est se battre, mais c'est se battre pour des gens qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur frère. Je peux pas abandonner ça, c'est pas possible, quoi. Donc on va se battre, on va se battre. Et je garantis pas qu'il y aura un résultat positif, en toute honnêteté. Mais faut y aller, et puis on va pas laisser votre maman comme ça dépérir non plus. Et puis voilà. Et on va continuer à se battre, mais sans certitude. 8 avril 2024, 10 jours après le rendez-vous avec la juge d'instruction, des plongeurs de la gendarmerie fouillent les temps de la Villeneuve, juste à côté du stand de tir. En quête de l'arme du crime, une carabine, 22 longs rifles. 3 jours de recherches infructueuses, mais pour les familles, l'espoir toujours là que l'enquête enfin avancera. C'est sûr, c'est la vérité qui permet à l'esprit de s'apaiser. Il peut toujours y avoir une douleur, mais l'esprit s'apaise. Pour moi, c'est une question de vérité, de savoir pourquoi M. Creton et mon père ont été abattus froidement ce jour-là. Après, je pense qu'effectivement, comme disait mon oncle, et pour lui, pour ma mère, pour tous
toutes les parties civiles, la famille de Monsieur Creton, ça ne nous rendra pas nos parents, mais ça permettra de faire le deuil. C'était Cold Case, le combat des familles, un podcast original France Info. 4e épisode, double meurtre au stand de tir de Brest, l'ombre de l'armée, un récit de Yannick Falt. Réalisation Vanessa Nadjar, prise de son Michael Simon, rédaction en chef David Di Giacomo, coordination Pauline Pénanec, mixage Raphaël Rasson, archives Pierre Pinault.